j'ai vu s'effondrer quand même, je dois dire, j'avais 27 ans, j'ai vu s'effondrer une civilisation quand même. Bon, quand on dit qu'on a 50, 60 ans, on dit oui, mais ça, c'est parce qu'ils veulent le passé. Moi, nous étions jeunes à l'époque, mais on a vu que ce qu'on avait connu hier, on ne le reverrait pas le lendemain. Je vous donnerai le témoignage d'un de mes professeurs du lycée Henri IV, qui était le fameux Michard, Manuel Lagardé-Michard. J'avais eu son collègue, c'était des deux Toulousains. Son collègue était à Louis-le-Grand et je l'avais connu Henri IV, 2 ans. Et au moment de prendre mon poste, donc en 1969, il me dit, mon cher Dortiguier, vous savez, c'est pas la peine d'aller dans l'enseignement. J'étais professeur comme vous savez chez vous. J'étais inspecteur général et je dois vous dire que tout est fait pour que l'enseignement dépérisse. Et en effet, toute la discipline qui était formatrice chez nous a disparu. Et qu'est-ce que vous voulez, s'il faut un tuteur à une plante, si vous enlevez un tuteur, vous le remplacez par un autre. On a enlevé ce tuteur, on le remplaçait par rien. Voyez-vous? Et on a trouvé que simplement que la plante allait dans tous les sens. Bon, qu'il y avait évidemment des bêtes comme on appelle le problème de la drogue, le problème de ceci, le problème de cela. On n'a pas mis ça sur le compte de l'absence de discipline. On l'a mis ça sur le compte de facteurs qu'on appelle les facteurs de la vie actuelle. On a mis ça sur le compte de la modernité. Pas vrai du tout. D'abord, il y a 3 points. L'absence de respect des professeurs. On dit souvent les professeurs ne sont plus respectés. Oui, mais la véritable raison, c'est qu'ils sont de moins en moins bien formés. Vous ne pouvez pas respecter quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser la matière qu'il a sous les yeux. C'est pas possible. Nous avions des professeurs qui étaient véritablement dans les lycées même, voyez-vous. Moi j'étais au collège des Jésuites, mais j'ai voulu avoir l'expérience des lycées. Nous avions des professeurs qui souvent n'avaient pas de thèse d'ailleurs. Et n'avaient pas de thèse parce qu'ils avaient voulu se mettre au service des étudiants toute leur vie. Je pouvais en citer, et qui étaient d'une très grande force, y compris ceux qui préparaient donc aux grandes écoles. J'en ai connu qui préparaient même à l'école des Chartes, qui avaient leur thèse du reste, mais qui étaient certainement beaucoup plus intéressants que ceux que j'ai connus en faculté. C'est-à-dire que les plus forts dans l'enseignement français se mettaient au service de la jeunesse adolescente. Et si vous ne formez pas d'abord la jeunesse adolescente, ce n'est pas la peine de la traîner ou de l'entraîner dans les universités. Or, après 1968, ça a été la course aux places. Vous voyez ? Nous avons, je dis souvent ces jours-ci, qu'il y avait un livre de 1912 par de Jouvenel qui s'appelait La République des camarades. Eh bien, mes camarades me disaient, je ne peux pas le citer ouvertement, j'en entends un encore qui me disent, nous avons reçu une éducation, nous avons reçu une instruction, et bien maintenant nous allons en profiter. C'est ce cynisme-là, voyez-vous, qui a spéculé sur la faiblesse des générations formées après 68, qui est responsable effectivement du désastre actuel. Nous avions par exemple plusieurs disciplines que je vais vous énoncer. Nous avions par exemple dans les langues la pratique du thème, c'est-à-dire, je vous explique, nous avions un texte français et qu'il fallait traduire en espagnol, en anglais, en allemand. Bon. Ça impliquait donc la connaissance d'abord du français, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord bien entendre ce que l'on lisait pour le traduire. Nous ne le traduisions pas comme ça de but en blanc. Nous avions devant nous 2 heures, 3 heures, 4 heures pour le faire. Nous avions la capacité de travailler en silence. Aujourd'hui, ceux qui veulent chercher le silence sont obligés d'aller en Asie, sont obligés d'aller en Inde, d'aller chercher un gourou. Nous, le gourou, nous l'avions directement au lycée. Est-ce que vous voyez? Ou au collège. Nous avions aussi des exercices de version. C'est-à-dire, nous restions, moi je me souviens, de 5 heures à 7 heures, à l'étude, nous avions devant nous un texte latin, un texte grec, un texte allemand, moi je faisais de l'anglais. Eh bien, nous étions tenus pendant 2 heures de traduire en silence, voyez-vous ce que je veux dire? Donc nous restions, si je puis dire, au contact de nous-mêmes. Nous avions chez nous très peu de dépression, parce que nous exercions nous-mêmes, nous cultivions et nous développions de l'énergie. Voyez-vous? Et cette énergie-là, elle a été discréditée, voyez-vous, dans les années 67-68. On a commencé par dire que notre instruction était une véritable dictature, qu'il fallait nous émanciper sur le plan de la sexualité, etc. Des choses qui étaient des propos séditieux,
tenu par Marcus, que j'ai rencontré du reste, un homme froid, impitoyable, un ancien officier, vous savez, des services du renseignement américain, vous savez cela. Ces gens-là n'avaient que des absurdités en tête. La psychanalyse a fait beaucoup de mal, évidemment, parce que tout ce qui était conscient, tout ce qui était réflexion, était justement sapé subversivement par un appel à l'inconscient que personne n'était capable de vous produire. C'est-à-dire que c'était véritablement une escroquerie. Vous avez des escroqueries au subprime, voyez-vous, mais là nous avons des escroqueries au concept. Alors que ceci n'a pas duré, car ne pouvait pas durer, mais a introduit d'autres professeurs qui, en classe, des professeurs qui n'ont plus voulu imposer une discipline, parce qu'ils ne se l'imposaient plus à eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ? Nous avions des professeurs qui étaient capables de réciter des tirades entières de Racine, de Corneille, etc. Des professeurs qui étaient capables de vous parler d'histoire, écoutez, les mains dans les poches. Moi je me rappelle d'un cours à Henri IV, le professeur a fait tout le consulat, c'était M. Fourniol, véritablement les mains derrière le dos, les mains dans le dos. Alors évidemment qu'on était admiratif en même temps qu'on comprenait que ce savoir était possible, parce le professeur était l'incarnation du savoir. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, maintenant, le problème d'incarnation ne se pose plus. Par exemple, dans le monde chrétien, on ne vous dit plus que le Christ est incarné. Alors là, le Christ est un copain qui jouera au football quand vous serez de l'autre côté, voyez-vous, mais ce n'est pas du tout un modèle de vie. La Vierge n'est plus un modèle de femme, voyez-vous. On ne veut plus de modèle. Et ceux qui ne veulent plus de modèle sont ceux qui veulent, on dit nous rendre esclaves. Non, nous rendre, disons, accentuer le caractère informe, le caractère chaotique qui est dans la nature humaine, qui est dans la nature elle-même, mais qui est bien sûr dominé en général. Et nous, on veut que ce soit les forces inférieures, voyez-vous, qui prennent le pas. Alors, comme ces forces inférieures ne peuvent pas, évidemment, dominer, elles sont encore plus dépressives. C'est-à-dire qu'on essaie de multiplier les fausses représentations pour qu'en réalité, nous nous soumettions aux remèdes qui nous sont offerts. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez plus de cours réellement. Vous avez, par exemple, tenez, vous n'avez plus de dissertation, par exemple. Avant, on nous donnait un sujet. Je me rappelle d'un sujet que j'avais eu, par exemple, la solitude. Point. Bon. Eh bien, il fallait organiser le thème, voyez-vous, pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures. On nous disait, venez. Nous avions la capacité, disons, de construire quelque chose en nous, avec beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut répondre à des questions, comme quand on passe un examen de médecine, voyez-vous. Il faut cocher. En réalité, ce qu'il faut, c'est montrer qu'on est d'accord avec l'idéologie qui est présentée, voyez-vous. Un peu comme vous voulez ouvrir une porte, bien vous essayez une clé, vous essayez une autre clé, la troisième clé, bon, le portail s'ouvre, tout le monde rentre, etc. Voyez-vous. Et finalement, ça ne vous intéresse pas de voir ce qu'il y a dedans. Vous prenez ce qu'on vous donne et vous ressortez. Vous n'essayez pas d'habiter la philosophie, d'habiter le savoir. Alors d'où évidemment les fermetures aujourd'hui de librairies. Les librairies d'occasion où l'on pouvait trouver une très bonne littérature n'existent plus. Bon, le latin, le grec sont devenus des sciences absolument, des matières. Écoutez, des matières, je peux dire une chose, ce que j'entends aujourd'hui expliquer en licence, c'est ce que je faisais quand j'étais en 4e, voyez-vous. C'est-à-dire le niveau a véritablement baissé. Et mes camarades, je pense, bon, je ne les nomme pas, mais qui ont écrit, qui sont devenus socialistes, bon. Mais ils vous disent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais eux n'ont pas reçu cette éducation. Eux, ils ont vécu justement sur l'éducation ancienne. Les révolutionnaires français, par exemple, qui disaient « ah bah les prêtres, ah bah ceci, ah bah cela », qu'est-ce qu'ils avaient reçu comme éducation pour apprendre à parler? Comme Robespierre, par exemple, ou Danton. Ils étaient élevés chez les prêtres. Ils étaient élevés religieusement. Vous voyez? Or, eux, justement, c'est-à-dire, ils disent aux autres, ce que nous avons fait, vous ne le faites pas. Mais nous restons les maîtres parce que nous avons reçu la vraie éducation. C'est ce qui s'appelle être rebelle. C'est-à-dire que le rebelle, c'est celui qui va contre le commandement qu'on lui a donné. Ils ont reçu un commandement, ils ont reçu une instruction, et ils veulent la retourner contre le principe du commandement, le principe de l'instruction. C'est ça la véritable rébellion. Alors, comme ils ne réussissent pas, évidemment, ils étendent la rébellion. Ils vous disent, par exemple, aujourd'hui, bon, il nous faut, par exemple, 10 000, 20 000, 60 000 professeurs. Mais regardez, je vais vous dire, bien sûr qu'il nous faut des professeurs. Mais quelle est la qualité de ce que nous faisons? La qualité de l'enseignement technique, par exemple, est nulle. Moi, j'ai eu des élèves en terminale qui n'étaient pas capables d'être en terminale, qui savaient à peine écrire.
À peine lire. Vous les faisiez lire au bout de 10 lignes, la personne s'écroulait. Exactement comme si elle avait bu un demi-litre d'alcool. Voyez, ça, c'est pas possible. Alors, je crois que ce qui a contribué à la perte de l'enseignement, c'est l'abandon des disciplines traditionnelles qui avaient été, disons, forgées essentiellement au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, par les pères jésuites ou par d'autres, par les protestants, etc., en Allemagne surtout, et qui avaient vraiment fourni des résultats. J'étais pendant de nombreuses années lecteur à la bibliothèque de l'École normale supérieure rue d'Ulm. Écoutez, quand je voyais ce qu'écrivait, par exemple, pour parler de l'allemand, ce qui était écrit dans les revues de philosophie allemande, même relativement à ce qui était écrit à la même époque chez nous, on voyait la différence. Pourquoi? Parce que dans les universités allemandes, en classe, ça se faisait chez nous, mais là-bas c'était plus répandu, vous aviez l'obligation d'écrire une dissertation en latin. Des gens qui devaient être des notaires dans la vie, des gens qui devaient être des ingénieurs, avaient fait cet exercice. C'est un exercice intellectuel. Pourquoi le faisait-il ou pouvait-il le faire? Parce que le professeur devant eux le faisait. Mais aujourd'hui, le professeur n'est pas capable de le faire. Le professeur n'est pas capable de traduire à livre ouvert. Voyez-vous, quand vous avez ce qui est l'instruction, c'est pas l'imitation, simplement. Vous ne pouvez pas imiter quelqu'un, mais vous pouvez avoir l'idéal du modèle qui est devant vous. Vous dites, je vois mon professeur qui se débrouille là-dessus, alors donc moi je peux aussi faire quelque chose. Non, le professeur aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est avoir la paix avec son administration. C'est-à-dire avoir autant de bonnes notes possibles, voyez-vous. Alors vous avez, par exemple, je de mes élèves, bon, je vais parler, bon, qui me met Louis XIV, qui me met Victor Hugo au XVIIe siècle, bon, il a quand même eu une mention au baccalauréat, voyez-vous. Ben, ça veut dire donc qu'il a obtenu, si je puis dire, le succès dans le désordre, voyez-vous. Il n'est pas capable, bien sûr, de faire une seule dissertation, je parle d'un investisseur privé, il n'est pas capable de faire une version, il est capable de répondre à des questions, c'est-à-dire qu'il a été trompé. C'est cette absence de formation, c'est ce goût aussi des demi-vérités. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas réellement la chose à saisir entre les mains en mesurant la densité de la chose, voyez-vous, en mesurant la difficulté. Quand nous étions obligés de travailler pendant des heures en silence, nous mesurions d'abord la difficulté de ce que nous avions à faire. C'est-à-dire nous apprenions à, non pas vaincre, mais à l'affronter. Je dirais même à la subir. Et une fois que vous l'avez subie, vous réagissez. Mais si vous ignorez qu'une difficulté existe, vous avez l'illusion de savoir, voyez-vous. Vous développez en réalité l'orgueil. Le type qui dit, bon écoutez, moi j'ai eu une mention au bac, et puis toi je te regarde. Alors c'est ainsi que nous avons des universités qui sont de moins en moins compétitives. Je dois dire que du point de vue de l'enseignement, je compare en francophonie, je ne connais pas le Québec, mais je compare avec la Belgique par exemple. Bon, il est certain que sur le plan philosophique, l'université philosophique de Louvain nous dépassait, évidemment. Elle nous dépassait parce qu'elle était encore plus exigeante que nous sur ce plan, voyez-vous. Alors vous imaginez aujourd'hui, évidemment. Je crois que le problème de la France, c'est de réformer les maîtres, voyez-vous. Et tant qu'il n'y aura pas une réforme des maîtres, les élèves, qu'ils soient 40 ou 30 dans une classe ou 20, la chose ne changera pas. C'est une difficulté. Mais ce qui est terrible, c'est pas d'être 40, 30 ou 20 ou 80, c'est le fait d'être 30, 40 ou 80 devant quelqu'un qui n'est pas même un maître, voyez-vous. C'est cela que je veux dire. Et oui, et ça, la question n'est pas posée. Mais comme on dit, la conscience la pose. Voilà.